Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit cours, notre fil rouge de l'été continue. Et aujourd'hui, sans transition, j'ai envie de dire, on passe du carreau à l'évolution du cerveau humain et de l'intelligence. Un cours que je ne donne pas habituellement. Voilà, je vais vous donner un petit peu de contexte quand même. C'est un cours que je ne donne pas habituellement. C'est la première année que je vais le donner. D'habitude, il est donné par une de mes collègues qui s'appelle Amélie Baudet. Docteur Amélie Baudet, qui est aujourd'hui à Cambridge, et qui est une spécialiste de l'évolution du cerveau chez les homininés. Alors moi, j'ai beau être à l'aise quand même avec l'évolution des homininés, je n'en suis pas spécialiste, et je ne suis pas spécialiste de l'évolution du cerveau des homininés. Je suis paléoneurologue, comme Amélie, mais pas des homininés. Voilà. Donc salut Amélie, mais c'est moi qui te remplace, voilà. C'est un cours que j'ai à tout prix esquivé jusqu'à récemment, jusqu'à cette année en fait. J'essayais d'esquiver de donner ce cours parce que je me sentais pas hyper légitime à donner un cours pareil. Mais bon, ma foi, c'est jamais que 1 heure de ma vie et il faut juste que j'évite de dire d'énormes bêtises quand je le fais. Donc voilà, vous allez être mes cochons d'Inde. Vous allez être mes cobayes pendant ce cours. Et puis vous me ferez savoir dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses. J'ai pu constater que je prends une approche qui est quand même très différente de celle d'Amélie, mais en même temps je prends une approche qui est faite par un non-paléo-anthropologue, donc c'est peut-être pour ça aussi que je prends une approche assez différente. Donc on va bien voir. J'espère que si Amélie voit ce cours, qu'elle me donnera son avis. Voilà. Donc aujourd'hui, évolution du cerveau et de l'intelligence chez les homininés. Donc déjà, pour commencer, on ne peut pas parler intelligence sans parler cerveau, évidemment. On va parler du cerveau pendant tout ce cours. Soyons honnêtes. Donc on ne peut pas parler intelligence sans parler cerveau, et on ne peut pas parler cerveau dans le registre fossile sans parler endocaste. Donc l'endocaste, ou moulage endocrânien en français, c'est le moulage de la cavité crânienne qui contient le cerveau. Donc c'est le moulage de la boîte crânienne en réalité. Et la première chose à savoir, et j'ai presque envie de dire la seule chose importante à savoir quand on parle de l'évolution du cerveau dans l'espèce humaine, enfin dans les espèces humaines, dans les homininés, eh bien ça va être de savoir que quand on parle évolution du cerveau, en fait on ne parle pas du cerveau. On parle de l'évolution du moulage endocrânien qu'on synonymise peu ou prou avec celle du cerveau. Et je vous ai représenté sur cette image l'essence même de la différence qu'il y a entre un moulage endocrânien en bas et un cerveau en haut. Un cerveau, on voit tout. On voit les gyrus, on voit les sulci. Donc les gyrus, ce sont c'est le plat de... Si vous représentez le cerveau comme un plat de spaghettis, les gyrus, les gyri, donc au pluriel, ce sont les spaghettis, et les sulci, ce sont les creux entre les spaghettis. Voilà. Donc ici, ce que vous avez là sur ce cerveau, ici par exemple, vous avez un sulci qui sépare deux gyri, un au-dessus et un en dessous. Vous avez un sulci qui sépare deux gyri, oui, c'est ça. Les pluriels, les pluriels et les singuliers, un gyrus, des gyri, un sulcus, des sulci. Voilà. Donc on peut voir les gyri, on peut voir les sulci sur un cerveau, on peut voir les différentes parties du cerveau, donc on peut voir si vous cherchez par exemple le lobe frontal, vous le trouverez, si vous cherchez le lobe occipital, vous le trouverez, si vous cherchez le cervelet, alors là, le cervelet, il est très 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 visible ici par rapport au reste des hémisphères cérébraux sur ce cerveau. Par contre, si vous cherchez ça sur un endocrine, bonne chance. Voilà, vous ne les verrez pas. Et pareil, vous pouvez faire de l'histologie, c'est-à-dire que vous pouvez faire des coupes dans le cerveau d'un être humain et voir l'histologie à l'intérieur, les cellules, voir la matière grise et la matière blanche, etc. Si vous faites ça dans un endocrine, vous n'y verrez que la matière qui constitue l'endocrine. Voilà. Donc ça peut être du sédiment, ça peut être du plastique, ça peut être du plâtre, mais en tout cas vous n'y verrez rien au niveau histologique. Et vous pouvez mesurer la taille et quantifier la forme aussi, éventuellement, de ce cerveau. Vous pouvez aussi faire ça avec un endocrine, et c'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire avec un endocrine. Donc là, je pense que Amélie m'en voudrait quand je dis qu'on verra pas de gyri ni de sulci, mais la réalité, c'est qu'on ne voit que très très peu de gyri et de sulci sur un endocrine. Parce que l'endocrine n'est pas une copie fidèle de l'extérieur du cerveau, ça n'est que le moulage de la boîte crânienne.
Et le problème, c'est que chez les êtres humains, et chez les grands singes de manière générale, vous avez une épaisseur assez conséquente de méninges par-dessus le tissu cérébral. Donc les méninges, ça comprend des vaisseaux sanguins, ça comprend la dura mater, ça comprend la pia mater. Donc pour ceux qui ont fait de la ceux qui ont fait de la neurobiologie là sont en train de revivre des cauchemars absolument abominables. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a une épaisseur conséquente de méninges, de ce qu'on appelle les méninges par-dessus le cerveau, qui sépare le cerveau de la boîte crânienne. Et quand on fait un moulage endocrânien, ou quand on étudie un moulage endocrânien, ce qu'on étudie en fait c'est la surface de ces méninges. Alors il y a certaines espèces, notamment les espèces de toute petite taille, où l'épaisseur de méninge est tellement fine que ce qu'on voit c'est vraiment la surface du cerveau, et on arrive à étudier ces gyri et ces sulci, mais chez les hominini c'est pas le cas. Voilà. Donc la première chose à savoir, c'est que quand on étudie le cerveau chez les hominini, on va généralement se contenter d'étudier la taille du cerveau, et c'est pour ça que j'ai écrit size en gros sur cette diapo. On peut étudier aussi, on a développé des outils informatiques maintenant aussi pour développer la forme du cerveau. Mais ça c'est assez récent et je vais pas trop en parler aujourd'hui. On va surtout parler de taille de cerveau aujourd'hui. Mais on peut aussi étudier éventuellement la forme si vous avez les outils informatiques pour. On tentait d'étudier la forme avant aussi en faisant des mesures, mais les mesures ça reflète très très mal la forme de quelque chose. En plus c'est une forme très très simple, hein, c'est un moulage endocrânien, hein, vous voyez, c'est donc il n'y a pas beaucoup de choses à étudier dans cette forme de cerveau au final. Donc bref. Donc la première chose à savoir, c'est que on est extrêmement limité dans la quantité d'informations qu'on va pouvoir atteindre sur un cerveau. Voilà. Cette diapositive en une phrase. Ce qu'on étudie en réalité dans le registre fossile, ce n'est pas le cerveau mais le moulage endocrânien, et le moulage endocrânien fournit une quantité d'informations très très faible comparée à un véritable cerveau. Donc il y a même certaines personnes qui vous diront ça sert à rien d'étudier les moulages endocrâniens, on n'y voit rien dessus. Et ils n'auraient pas tort. Ils auraient tort sur la partie où ça sert à rien. Vous allez voir quand même qu'on peut faire des choses avec un cerveau, avec un moulage endocrânien, mais il y a des gens qui préfèrent du coup faire de l'anatomie comparée de cerveaux de primates modernes plutôt que d'étudier les endocrânes des espèces fossiles. Et on ne leur en voudra pas parce qu'on se prive, en étudiant les endocrânes, de beaucoup d'informations. Mais par contre, quand on étudie que les cerveaux des espèces modernes, on se prive de l'accès au temps, au registre fossile. Donc il faut utiliser un juste équilibre des deux, j'ai envie de dire. Donc maintenant, où est-ce qu'on va les chercher ces moulages endocrâniens ? Soit on a du bol, comme avec le Tongue Child, et la nature et le miracle de la fossilisation nous prodigue ses bienfaits et nous offre un moulage endocrânien comme ça, naturel. Donc l'enfant de Tongue est probablement l'exemple le plus flagrant de moulage endocrânien. Vous voyez, on a la face, donc on a l'os de la face. Par contre, l'os de la boîte crânienne a été détruit, mais par contre on a accès du coup directement au moulage endocrânien et on voit même les veines du moulage endocrânien. Regardez le moulage de cette veine ici est magnifique. Donc on a des détails anatomiques sur le moulage endocrânien, sur des moulages endocrâniens qui sont j'ai pas envie de dire réels, mais qui sont naturels, voilà. Donc c'est le sédiment qui naturellement a rempli la boîte crânienne, s'est durci, fossilisé, et du coup nous donne maintenant un moulage endocrânien naturel. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est quand même faire un moulage endocrânien artificiel, donc soit ici, on peut les faire en latex, en plastique, en plâtre, en résine, enfin bref, mais bon, ça demande quand même de vider les boîtes crâniennes avant de couler la résine ou le plâtre, donc ça demande à vider les boîtes crâniennes, donc des fois vous avez des petits coups de burin dedans, c'est pas idéal. L'idéal aujourd'hui, maintenant qu'on a accès à cette technologie, c'est d'utiliser les rayons X dans ce qu'on appelle les CT scans, donc c'est ni plus ni moins que comme un scanner médical, hein. Et généralement d'ailleurs c'est comme ça qu'ils sont faits, on utilise des scanners médicaux. Donc on utilise des rayons X pour pouvoir accéder à l'intérieur des fossiles sans avoir à les détruire, à les préparer ou à couler du plâtre dedans. Et c'est ce qui a été fait par exemple avec Mrs. Pless, que vous voyez ici, donc Mrs. Pless qui est un australopithèque très connu. Donc voilà, différentes méthodes, soit naturelles, soit on utilise des endocrines naturels, soit des endocrines faits artificiellement, physiquement ou numériquement. Voilà.
Et généralement, ce qu'on va faire avec ces moulages endocrâniens, donc je vous ai parlé, on peut essayer d'aller trouver les gyries et les sulcis. Hein. Il y a quand même quelques gyries et quelques sulcis qui se voient. Là, par exemple, vous avez un gyrus, le gyrus qui sépare le lobe temporal ici du lobe frontal ici. On le voit relativement bien, il est là. Là, on peut voir un gyrus ici qui délimite le lobe frontal. Donc là, c'est pareil, on peut voir certains gyrus. Mais là, ce que vous voyez là, ces gros trucs-là, c'est pas des gyrus, ce sont des vaisseaux sanguins. Enfin, ce sont pas des gyries, ce sont des vaisseaux sanguins. D'ailleurs, je parle de gyrus, pardon, c'est un sulcus, là. Donc vous avez le sulcus qui sépare le lobe temporal et le lobe frontal. Vous avez ici le sulcus qui délimite le lobe frontal. Et ici, ce que vous voyez, ce n'est ni un gyrus ni un sulcus. En réalité, c'est une veine. Enfin, c'est un vaisseau sanguin. Donc il faut faire très attention quand on interprète ces endocrânes, si on est à la recherche de gyries, de sulcis. Des fois, les gyries et les sulcis sur l'endocrâne, d'ailleurs, sont pas alignés avec les gyries et les sulcis sur le cerveau lui-même, en plus. Donc, vous allez croire que vous êtes en train de regarder le sulcus qui délimite le cortex préfrontal, alors qu'en fait, le cortex préfrontal, le sulcus qui y correspond n'est pas là du tout sur le vrai cerveau. Par contre, il est à cet endroit-là sur l'endocrâne. Donc, bref. On va pas trop en parler aujourd'hui du coup, hein, parce que comme vous voyez, c'est sujet à interprétation. Donc la chose principale qu'on va faire avec ces moulages endocrâniens, ça va être de mesurer leur taille. On va mesurer leur taille, et c'est notamment ça qui va nous donner accès à l'intelligence. Une des raisons pour laquelle aussi je voulais pas, j'étais pas trop pressé de faire ce cours, c'est aussi parce que la personne qui dirige ce cours, qui n'est pas moi, veut absolument qu'on fasse le pont avec l'intelligence. C'est pour ça que le titre de ce cours, c'est intelligence, enfin évolution du cerveau et de l'intelligence chez les homininés. Or, faire le pont avec l'intelligence, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement débattable, extrêmement discuté. Peut-on réellement faire un pont entre taille de cerveau et intelligence? C'est déjà un sujet en soi. Bon là je suis obligé de le faire. Donc le meilleur moyen de parler d'évolution du cerveau et d'intelligence, c'est de mesurer la taille du cerveau. Et on va pas mesurer cette taille n'importe comment. Tout simplement parce que si vous comparez juste la taille brute, vous allez rapidement vous rendre compte que les gros animaux ont des gros cerveaux. Et je vous rappelle que l'évolution humaine, telle qu'on se la représente habituellement, on voit très bien la transition entre des espèces de petite taille et des espèces de grande taille. Vous voyez l'australopithèque qui est le petit australopithèque qui marche à quatre pattes et qui se redresse pour devenir un fier homo sapiens. Ce redressement, il s'accompagne aussi d'une augmentation de la taille du corps. Les australopithèques étaient beaucoup plus petits que les homo sapiens. Donc on s'attend à ce que les homo sapiens aient un plus gros cerveau, vu qu'ils sont déjà de base plus gros de toute façon. Enfin, plus grands et plus gros de toute façon. Donc il va falloir corriger pour ce biais qui est la taille du corps, et pour ça il va falloir donc avoir une mesure qui prend en compte la taille du corps. On a fait aussi par le passé des ratios juste entre taille du cerveau, taille du corps, un simple ratio taille du cerveau, taille du corps. Le problème c'est que si vous avez des extrêmes, comme les êtres humains par exemple qui ont un extrêmement gros cerveau, ou les baleines qui ont un extrêmement gros corps, en fait ce ratio taille de cerveau, taille de corps, du coup il va être extrêmement biaisé, il va être très fortement biaisé par les extrêmes. Voilà. Si vous avez un très très gros corps comme une baleine, on va avoir l'impression que vous avez un tout petit cerveau. Alors que les baleines, elles ont pas un tout petit cerveau, elles sont très intelligentes. Les baleines sont des animaux très intelligents, donc le ratio taille de cerveau, taille de corps, du coup ne reflèterait pas cette intelligence. Et du coup c'est un mauvais ratio pour parler d'évolution de l'intelligence. Voilà. Et pareil pour les êtres humains. Pour les êtres humains, on a un cerveau qui est extrêmement gros, mais qui du coup est tellement gros que en fait ça rend le ratio complètement alors pas sans valeur, mais du coup le ratio va être tellement élevé chez les humains comparé aux autres espèces qu'au final ça va pas vous raconter grand chose. Voilà. ça va pas vous raconter une histoire avec beaucoup de détails. Vous allez juste voir un pic vers le haut comme ça et bon, ça vous dit pas grand chose, quoi. Vous voulez voir des jolies transitions quand vous voulez étudier un sujet, vous voulez voir des jolies transitions, vous voulez pas voir des anomalies, voilà. Les anomalies, elles vous aident pas. Donc avoir l'être humain qui finit en anomalie, surtout si c'est ça que vous essayez d'étudier, ça ne vous arrange pas la vie. Donc on utilise un
ratio qui s'appelle le coefficient d'encéphalisation en français, ou Encephalization Quotient en anglais. Et donc ce ratio, ce n'est pas juste la taille du cerveau sur la taille du corps, c'est la taille du cerveau. Alors on peut le mesurer en litres ou en centimètres cubes, je préfère les centimètres cubes, mais de toute façon ça revient généralement au même, puisque le cerveau c'est essentiellement de l'eau, donc son volume en centimètres cubes en revient à son volume en litres, donc voilà, et généralement son poids, et du coup son poids en grammes, de fait, donc grammes, centimètres cubes ou techniquement millilitres, si je me rappelle bien, mais bref. Taille de cerveau, je digresse déjà. Le coefficient d'encéphalisation, c'est taille de cerveau sur, non pas la taille du corps, mais sur la taille de cerveau telle qu'on s'y attend dans un animal de taille de cerveau moyenne et de poids équivalent. Donc c'est ce qu'il y a décrit là sur cette diapo, juste ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est qu'on va prendre la taille de cerveau mesurée, celle qui nous intéresse. Donc on a notre moulage endocrinien, on mesure la taille de ce cerveau. Soit si on a des données digitales, on va pouvoir mesurer directement sur le logiciel. Si on a un cerveau qui est physique, on va dire un cerveau qui est un moulage endocrinien physique en plâtre par exemple, on va le plonger dans l'eau et on va voir quelle quantité d'eau il déplace par poussée d'Archimède, tout simple. Et on va comme ça réussir à savoir quel volume il fait. Donc on obtient ce volume de cerveau, et en fait, ce volume de cerveau, on va le comparer au volume de cerveau moyen d'une espèce de même poids, donc de taille corporelle équivalente. Et si ce volume de cerveau est supérieur à un volume de cerveau moyen d'une espèce de taille corporelle équivalente, alors ça veut dire que notre espèce, là, elle a un plus gros cerveau que ce qui est attendu, d'après la taille de son corps. Et si on a un volume de cerveau qui est plus petit que le volume du cerveau d'une espèce, le volume du cerveau moyen d'une espèce de même masse corporelle, eh bien ça veut dire que le cerveau est plus petit que ce à quoi on s'attend. Voilà. Donc ça veut dire quotient d'encéphalisation supérieur à 1 quand la taille de cerveau, quotient d'encéphalisation ici à droite supérieur à 1 quand le cerveau est plus gros que la valeur attendue étant donné le poids du corps, ou quotient d'encéphalisation inférieur à 1 si le poids du cerveau est inférieur à ce à quoi on s'attend étant donné le poids du corps. Voilà. Donc, et ça revient à dire gros cerveau, petit cerveau. Voilà, donc à droite gros cerveau, coefficient d'encéphalisation supérieur à 1, à gauche petit cerveau, coefficient d'encéphalisation inférieur à 1. Et cette façon de calculer le quotient d'encéphalisation, elle a un corollaire intéressant en termes d'intelligence, c'est qu'en fait, vous avez donc le poids du cerveau d'un animal moyen, enfin vous avez le poids du cerveau moyen d'un animal de même poids dans votre calcul. Et cette taille de cerveau d'un animal de même poids, cette taille de cerveau moyenne d'un animal de même poids, en fait, c'est la taille du cerveau qu'il faut pour coordonner les mouvements d'un animal qui a le même corps, en fait. Ça correspond en fait à votre masse morte, entre guillemets, de cerveau, j'ai envie de dire. C'est la masse de cerveau qu'il vous faut pour coordonner ce corps. Donc c'est la masse de cerveau qu'il vous faut pour faire des choses qui sont pas spécialement intelligentes, qui demandent pas d'intelligence. Donc par conséquent, toute masse de cerveau qui se rajoute à cette masse de cerveau moyenne peut être interprétée en matière d'intelligence. Donc c'est ce qu'il y a décrit ici, dans cette seconde boîte. Donc, quand vous avez un quotient d'encéphalisation supérieur à 1, ça veut dire que vous avez un cerveau qui est plus gros que ce à quoi on s'attend pour un animal de masse corporelle équivalente. Ça veut dire que vous avez du cerveau en plus par rapport à ce dont vous avez réellement besoin. Tout simplement. Ça veut dire que vous avez du cerveau en plus par rapport à ce dont vous avez besoin. Et ça, Jerrison, en 1973, nous dit que c'est de l'intelligence. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on veut l'interpréter. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que lui l'a interprété, et les gens l'ont plutôt suivi. Voilà, les gens sont plutôt d'accord avec ça. Et à l'inverse, si vous avez un poids de cerveau inférieur à ce à quoi on s'attend,
Et ben, étant donné la masse de votre corps, bah là, du coup, vous êtes plutôt interprété comme étant un animal moins intelligent que ce que vous êtes censé être. Voilà, étant donné le poids de votre corps. Donc voilà. Donc donc ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe de masse propre. C'est-à-dire que vous avez votre masse propre, coefficient d'encéphalisation égal à 1. Quand le coefficient d'encéphalisation est égal à 1, vous avez juste ce qu'il faut de cerveau pour juste ce qu'il faut de corps. Si vous êtes au-dessus de ça, vous avez de l'intelligence en plus. Si vous êtes en dessous de ça, vous avez de l'intelligence en moins. Voilà. C'est ce que nous dit Jerrison en 1973 dans son livre fondateur de la paléoneurologie, et qui a été, évidemment, quand même, accepté, mais discuté. Il y a quand même des limitations à ça. Je vais revenir à la diapo là, mais évidemment, il y a des limitations assez évidentes à ça. Les limitations évidentes étant déjà le nombre de neurones. Donc pour comparer par exemple un cerveau humain qui fait en moyenne 1,5 kg, voire un peu moins que ça, a beaucoup plus de neurones que le cerveau d'un éléphant d'Afrique qui lui fait entre 2 et 5 kilos. Vous voyez ? Il y a 16 milliards de neurones chez un humain, il y en a seulement 5 milliards, 6 milliards chez l'éléphant, alors que l'éléphant a un cerveau beaucoup plus gros. Donc il y a le nombre de neurones, et évidemment il y a les connexions. Donc là vous avez une représentation très stylisée du connectome, qui est la somme des connexions de vos neurones à l'intérieur de votre cerveau. Évidemment, plus vous avez de connexions, et plus votre cerveau va carburer. Voilà. Donc il y a des limitations évidentes, et là je vous parle que des limitations évidentes, il y en a plein d'autres, des limitations évidentes. Mais de toute façon, comme on n'a que des moulages endocrâniens, et ça va répondre à peu près toutes les questions que je vais avoir en commentaire, et ça répond à toutes les questions que j'ai dans les cours, de toute façon, à chaque fois que je me mets à parler de cerveau, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a que les moulages endocrâniens, on n'a pas accès au nombre de neurones, on n'a pas accès au connectome, on n'a accès à rien d'autre que le moulage endocrânien. Donc ça, il faut vous l'enfoncer dans la tête. Donc on peut rien faire d'autre que des hypothèses raisonnables basées sur la taille du cerveau. C'est tout. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des hypothèses raisonnables basées sur la taille du moulage endocrânien. D'ailleurs, même pas du cerveau. J'ai dit cerveau, mais je devrais dire moulage endocrânien. Donc ce sont des hypothèses raisonnables basées sur la taille du moulage endocrânien, dont on déduit que la taille du cerveau devait être plus ou moins équivalente. Bien que je vous rappelle, il y a une épaisseur de méninge non négligeable dans cette histoire. Il y a quand même une épaisseur de méninge non négligeable. Et les méninges, c'est pas du tissu qui réfléchit, c'est pas de la matière grise ou de la matière blanche ou quoi que ce soit. C'est pas des neurones, les méninges. C'est juste du tissu autour du cerveau qui le protège et l'alimente. Voilà. Donc tout ceci étant dit, tout ceci étant bien dit, bien expliqué, bien rappelé, voilà, je tiens à dire, il faut se rendre compte que on n'a que ça. On n'a que ça, on n'a que les moulages endocrâniens, donc toutes les histoires qu'on peut vous raconter sur l'évolution du cerveau humain ne peuvent être basées que là-dessus. Voilà. Bref. Et donc, quand on regarde les moulages endocrâniens et qu'on calcule leur quotient d'encéphalisation, eh bien, on constate une augmentation du quotient d'encéphalisation depuis les premiers hominines, donc les australopithèques par exemple. Toumaï, à moins 7 millions d'années, aura une taille de cerveau équivalente à Australopithecus. Le poids du corps est à peu près le même, le poids du cerveau est à peu près le même, donc on est sur des cerveaux de 400 cm3 chez Toumaï et Australopithecus. Donc, ici, on est sur un coefficient d'encéphalisation de l'ordre de 3. Donc on est quand même sur 3 fois la taille du cerveau à laquelle on s'attend dans un animal de même taille corporelle. En tout cas pour un mammifère, j'entends quand je dis animaux, là, évidemment, ce sont des quotients d'encéphalisation ajustés sur les mammifères. Donc on est 3 fois la taille du cerveau attendue chez un mammifère. Voilà. Pour vous donner un exemple, un animal qui a une taille de cerveau exactement la même que celle attendue pour le poids de son corps, le cheval, les éléphants, par exemple, ils ont une taille de cerveau qui est attendue étant donné la taille de leur corps. Voilà, à peu près. Évidemment, il y a des variations, tout n'est pas absolu, c'est pas absolument je veux dire, mais voilà. Donc on est sur des animaux qui ont quand même une certaine intelligence, notamment une intelligence sociale, ce sont des animaux qui sont sociaux, qui sont pas juste grégaires, je veux dire, ils sont sociaux, de manière générale, ils ont des interactions entre eux.
entre groupes entre les individus. Ils ont une certaine, chez les éléphants, on a même une certaine intelligence, j'avais envie de dire human-like, mais voilà, une certaine intelligence dans laquelle on peut s'identifier, à savoir qu'ils arrivent à reconnaître les ossements de leurs défunts, ils les rassemblent, donc ça ressemble quand même à une certaine conscience de la mort. Les éléphants sont capables d'émettre des signes de douleur mentale, donc de la dépression, hein, pour dire les choses. Un cheval aussi peut montrer des signes de dépression. Bref, vous avez des animaux qui sont quand même qu'on considère comme intelligents et qu'on n'a pas de mal à anthropomorphiser, si vous voulez. On n'a pas de mal à anthropomorphiser un éléphant ou un cheval. Il y a même des gens qui anthropomorphisent à mort leurs chevaux. Hein. Allez visiter le château de Chantilly, si vous ne me croyez pas. Voilà, si vous connaissez le palais de Chantilly, vous saurez qu'on peut anthropomorphiser à mort un cheval. C'est le cas le plus extrême que je connais d'anthropomorphisation en général. Donc bref, ce sont des animaux qu'on n'a pas de mal à anthropomorphiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mal à identifier chez eux des comportements qui sont très humains, voire même à les humaniser beaucoup plus qu'ils ne le sont réellement. Prenez un crocodile par exemple. Là, on est sur du quotient d'encéphalisation très 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 bas. Très 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 bas. On n'ose même pas appliquer d'ailleurs les quotients d'encéphalisation mammaliens sur les reptiles, tellement ils sont bas chez les reptiles. Donc là, c'est de l'animal qu'on n'arrive pas à anthropomorphiser de manière générale. On a beaucoup de mal à se reconnaître dans le comportement d'un serpent ou d'un crocodile. Voilà. Et je tiens à rappeler, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà dit dans une vidéo précédente, je tiens à rappeler que notre seule mesure de l'intelligence, c'est l'intelligence humaine. Hein, donc c'est pas la peine de me dire, c'est pas la peine de m'expliquer des choses que je sais déjà sur, bah oui, mais on sait pas s'ils sont intelligents ou pas. C'est-à-dire, on parle de toute façon d'intelligence qu'un être humain est capable de reconnaître. Et un être humain ne peut reconnaître qu'une intelligence qui lui ressemble. C'est un biais, on peut pas y échapper. C'est tout. C'est pareil, ça aussi, il va falloir bien comme il faut s'asseoir sur cet axiome, parce qu'à ce niveau-là, c'est axiomatique. Nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons identifier qu'une intelligence humaine, ou qui ressemble à celle de l'être humain. Donc, par exemple, et l'exemple que j'utilise toujours, c'est les dauphins. Si nous, en tant qu'êtres humains, nous étions incapables de détecter les ultrasons que font les dauphins, donc imaginez un monde où on ne connaît pas les ultrasons, hein, je veux dire, c'est de la technologie pour nous, les ultrasons. Il a existé, l'histoire humaine a été plus longue sans notre connaissance des ultrasons qu'avec. Hein, bref. Donc imaginez qu'on n'ait aucune idée du fait que les dauphins utilisent un sonar. Bah on saurait pas qu'ils communiquent entre eux. On n'aurait aucune idée et pourtant c'est un trait d'intelligence de savoir communiquer. Hein. Nous considérons ça comme un trait d'intelligence. Mais si on n'était pas capable de le voir, de l'entendre, en l'occurrence, si on n'était pas capable de le savoir, bah on ne saurait pas que les dauphins sont intelligents de ce point de vue-là. Donc il faut jamais perdre de vue le fait que on est extrêmement dépendant de nos perceptions. Voilà. En plus du fait qu'on ne peut reconnaître qu'une intelligence qui ressemble à la nôtre, on est en plus extrêmement dépendant de nos perceptions. J'en étais donc... Non mais dès qu'on parle d'intelligence, de toute façon, ça s'enflamme dans les commentaires, donc je préfère répondre dès maintenant aux grandes questions qui vont se poser, puisque je les connais d'avance. Bref. Donc Australopithecus a déjà un cerveau, comme je le disais, qui est 3 fois la taille attendue étant donné le poids de son corps. Ensuite on monte, alors Paranthrope est globalement équivalent, on monte ensuite chez les premiers représentants du genre Homo, habilis et les premiers Homo erectus, qui ont un cerveau globalement un peu plus gros que ceux des Australopithèques. Alors on est d'accord que c'est pas non plus ça pète pas 3 pattes à un canard, mais il y a une certaine variabilité. On en parlera de la variabilité un petit peu plus tard. Mais en gros, le cerveau chez les premiers membres du genre Homo, donc à savoir Homo habilis par exemple, il est en moyenne 2 fois plus gros que celui des Australopithèques. Donc on va dire un premier bond dans la taille du cerveau, et donc on arrive à un quotient d'encéphalisation qui va aller flirter entre 4 et 5, et ensuite on a un nouveau bond dans la taille du cerveau chez les Homo tardifs, donc typiquement les Néandertals, les Heidelbergensis et les Sapiens, où là le cerveau va atteindre facilement au-dessus de 1000 cm3, donc encore une multiplication par 2 de la taille du cerveau, en moyenne.
Et donc là, on atteint un quotient d'encéphalisation qui va être proche de celui des humains modernes, donc entre 6 et 8. Généralement, on admet que 7. Voilà. Après, ça dépend du quotient d'encéphalisation que vous utilisez. Je vous ai épargné la formule du quotient d'encéphalisation, hein, parce que c'est une grosse formule mathématique. Et en plus, il n'en existe pas qu'un de quotient d'encéphalisation. C'est-à-dire que vous pouvez réduire, par exemple, votre quotient d'encéphalisation au sol primate, ou vous pouvez l'adapter aux mammifères, ou vous pouvez exclure certaines espèces que vous considérez comme étant pas très représentatives, typiquement l'être humain. Typiquement, l'être humain, c'est pas une espèce très représentative. Vous voulez un quotient d'encéphalisation où la plupart de vos espèces seront autour de 1. Donc évidemment, plus vous avez d'outliers, donc d'exceptions à la règle, moins la règle est bien définie. Voilà. Donc bref, donc c'est pour ça que je vous épargne aussi la formule du quotient d'encéphalisation, c'est parce qu'il y a plusieurs quotients d'encéphalisation. Mais en général, la plupart des quotients d'encéphalisation s'accordent à dire que Homo sapiens a un quotient d'encéphalisation autour de 7. Voilà. En tout cas au-dessus de 5. Et donc voilà, vous avez donc ces 3 étapes dans l'évolution humaine. Vous avez le petit cerveau avec un quotient d'encéphalisation entre 3 et 4, le cerveau de taille moyenne chez les premiers représentants du genre Homo entre 4 et 5, quotient d'encéphalisation, et après au-dessus de 6 chez les espèces tardives du genre Homo. Donc c'est ce que j'appelle la vue classique de l'évolution du cerveau humain, à savoir une vision linéaire de l'évolution du cerveau humain, donc une évolution du cerveau qui commence avec un petit cerveau, donc un cerveau d'Australopithèque à autour de 400-500 cm3, taille équivalente à peu près à celle du cerveau d'un chimpanzé, suivi à l'origine du genre Homo, donc chez les premiers représentants du genre Homo comme Homo habilis, d'une multiplication par 2 du volume endocrânien qui passe à 800-1000 cm3. Donc les premiers représentants du genre Homo ont un cerveau qui est déjà 2 fois plus gros que ceux de leurs ancêtres australopithecines, donc les australopithèques et autres. Et ensuite, vous avez les représentants tardifs du genre Homo, donc typiquement ici vous avez Néandertal, vous avez Homo sapiens, vous avez Heidelbergensis, Homo longi, hein, pour citer le nouveau homme dragon qui vient d'être publié. Tout ça, ce sont des homos qui ont un cerveau très très gros, 2 fois plus gros que celui des premiers homos, autour de 1200 à 1600 cm3. Donc voilà, vision linéaire de l'évolution du cerveau, simplifiée, classique, classique et simple, j'ai envie de dire. Évidemment, si je vous la présente de cette façon, c'est qu'il va y avoir il va y avoir des nuances à ajouter à tout ça, mais ça, je vous en parlerai après. Déjà, parlons de l'évolution justement de l'intelligence. Donc, déjà, niveau intelligence, on peut se dire, l'intelligence a augmenté avec la taille de cerveau. Puisque si on suit le principe de la masse propre, on avait un quotient d'encéphalisation qui était de 3, qui est passé à 5, puis qui est passé à 6, voire à 7. Donc on a une augmentation de l'intelligence, augmentation qui est du coup uniquement quantifiable en quotient d'encéphalisation. Hein. Je veux dire, je peux pas vous dire à quel point Australopithèque était moins intelligent qu'un premier représentant du genre Homo, et je peux pas vous dire à quel point Homo habilis était moins intelligent que les premiers représentants d'Homo sapiens. C'est juste quantifié en termes de quotient d'encéphalisation. Voilà. À partir du quotient d'encéphalisation, on s'attend à ce qu'il y ait eu de plus en plus de masse de cerveau qui n'était pas juste dédiée à la coordination du corps. Voilà, c'est ça. C'est juste ça que ça vous dit, hein, le quotient d'encéphalisation, ça ne dit rien d'autre que ça. Il y a de plus en plus de masse de cerveau qu'on ne peut pas expliquer simplement par la coordination motrice. Voilà. Et donc, on va regarder l'évolution des techniques, de fait. Parce que l'évolution des techniques, là, par contre, ça va vous donner une certaine idée de l'évolution de l'intellect des gens qui ont produit ces techniques. Et évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est évidemment les outils. Donc, quand on regarde l'évolution des outils, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on constate que les premiers outils apparaissent il y a 3,3 millions d'années. Donc, 3,3 millions d'années, à l'époque, c'était les Australopithecinae. Dans l'est de l'Afrique, on a ce qu'on appelle le Lomé-Quéien, et ce Lomé-Quéien, ce sont des gros cailloux qu'on a cassés. Voilà. Ce sont des gros cailloux cassés. Si vous n'êtes pas archéologue et si vous les trouvez pas en contexte archéologique, c'est juste des cailloux cassés. Mais par contre, quand vous les trouvez en contexte archéologique et quand vous avez l'œil entraîné pour ça, vous y voyez des outils très 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 rudimentaires. Beaucoup plus rudimentaires que ce qu'on appelle l'Oldowayien. Donc l'Oldowayien qui apparaît il y a 2,6 millions d'années, qui est généralement associé à l'origine du genre Homo.
donc 2,6 millions d'années, origine du genre Homo habilis notamment, qui est en partie définie. L'origine du genre Homo est en partie définie par le fait qu'il est généralement associé avec des outils en fait. Si vous vous rappelez les discussions qu'on a eues sur la définition du genre Homo, donc ces outils sont extrêmement importants. Ces outils olduvaiens sont extrêmement importants pour la définition du genre Homo, donc ils sont associés les uns aux autres. Et donc cet olduvaien, c'est comme du loméquoien, mais en à peine plus raffiné, quoi. En gros, ça reste des outils taillés, voilà, c'est du chopper. C'est pas encore du biface. Le biface, il apparaît avec l'H-1 qui est à 1,8 million d'années, en gros, associé à Homo erectus. Et cet H-1 qu'on associe à Homo erectus, là, c'est ce qu'on commence à vraiment appeler des bifaces. Voilà. Donc là, on a une belle symétrie qui apparaît avec cet H-1. Ensuite, on a la domestication du feu. Alors, je parle bien de domestication du feu. Le feu devient contrôlé. Hein, parce que si on parle de feu incontrôlé, alors les oiseaux aussi sont capables de faire du feu. Hein, je vous rappelle que les rapaces ne sont pas contre, certaines espèces de rapaces ne sont pas contre aller ramasser des petites brindilles en feu pour aller transporter le feu ailleurs. Comme ça, l'incendie va faire sortir leur proie de leur terrier, vous voyez. Donc on parle bien avec l'être humain d'une utilisation contrôlée du feu, parce que sinon l'utilisation juste du feu, on l'a depuis 2,5 millions d'années. Les premières utilisations du feu par les êtres humains, associées avec des êtres humains, c'est la grotte de Swartkrans, qui est datée de 2,5 millions d'années. Donc là, on parle d'une utilisation contrôlée, avec un foyer et tout. Et ça, c'est 600 000 ans. Donc 600 000 ans, Homo sapiens, c'est pas encore là. On est à 600 000 ans, c'est l'origine de Heidelbergensis. Voilà. Ou c'est l'origine de Néandertal aussi à 600 000 ans. Ce serait plus ou moins l'ancêtre en commun entre Néandertal et Homo sapiens, quoi, à 600 000 ans. Et puis après, vous avez le Middle Stone Age qui commence, l'âge de la pierre, l'âge de la pierre moyen, qui commence il y a 300 000 ans avec l'origine d'Homo sapiens. Et puis après, avec Homo sapiens, vous avez une accélération technologique que je ne peux pas résumer en une diapo, mais vous connaissez. Enfin, je veux dire, on est passé de l'âge de pierre à l'âge de l'informatique en un clin d'œil, j'ai envie de dire, autant à l'échelle des temps géologiques. Donc voilà, ça c'est l'évolution des techniques. Donc pareil, une évolution des techniques qui apparaît linéaire et qui semble devenir de plus en plus complexe au fur et à mesure que le cerveau s'agrandit. Donc ça c'est l'image que j'ai envie de dire classique de l'évolution du cerveau par rapport à l'évolution des techniques. À ça, on va associer des nouveaux comportements, et notamment l'un des comportements les plus importants pour nous, ce sont les comportements symboliques. Des comportements symboliques de type enterrement des morts. Donc jusqu'à récemment, la tombe la plus ancienne connue était celle d'un Néandertal qui date de 100 000 ans. Donc c'est celle que vous voyez sur la droite. C'est une véritable tombe, je veux dire, le corps a été volontairement placé d'une certaine façon pour que vraiment le corps soit préservé et enterré, etc. Et on a même des traces archéologiques de pollen qui montrent que des fleurs, ou qui suggèrent du moins que des fleurs auraient pu être déposées. Donc on a de nombreuses tombes de Néandertal qui peuvent remonter jusqu'à au moins 100 000 ans. Mais très récemment, on a découvert en Afrique de l'Est une possible tombe d'Homo sapiens qui date de 300 000 ans. Donc on a des tombes d'Homo sapiens qui pourraient être presque aussi vieilles que Homo sapiens lui-même en Afrique. Après les vraies tombes reconnues, les vraies premières tombes reconnues d'Homo sapiens qui sont vraiment reconnues comme des tombes, ce sont celles qu'on a retrouvées en Israël, de Skull et de Kafzeh, je crois. Et là, elles ont 90 000 ans, en gros. La plus vieille des deux, je sais plus laquelle est la plus vieille des deux, mais en gros, elles ont 90 000 ans. Et celles-là, elles sont reconnues. Les plus vieilles tombes en Afrique de l'Est qu'on a retrouvées, on n'est pas sûr que ce soit des tombes. On n'est même pas sûr que ce soit Homo sapiens d'ailleurs. Pour dire les choses comme elles sont, c'est reconnaître une tombe, c'est extrêmement difficile, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est très difficile de faire la différence entre un corps qui a été juste mort comme ça et un corps qui a été disposé volontairement comme ça. C'est très 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 difficile. Donc il y a énormément de débats évidemment.
Mais bon, voilà, en gros, on est plutôt d'accord pour dire que Homo sapiens et Neanderthalensis ont développé le concept de tombe en même temps. Voilà, donc ont commencé à mettre de côté les corps de leurs congénères d'une façon qui n'était pas complètement aléatoire. Et donc qui soulignait le fait que d'une certaine conscience de la mort, voilà, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça en final, c'est pas de savoir s'ils faisaient des tombes ou pas, c'est de connaître le mécanisme cognitif qu'il y a derrière. Et ce mécanisme cognitif, ce mécanisme cognitif, c'est la conscience de soi et de la mort, et de sa propre mortalité du coup. Et puis il y a eu Homo naledi en 2015 qui est venu un peu foutre son bordel, parce que, alors si vous y connaissez réellement beaucoup, vous savez qu'à 1,8-2 millions d'années, en Espagne, on a la Cima de los Huesos, où on a possiblement des corps dont nos ancêtres, les Homo antécessors, se seraient débarrassés, mais pas vraiment de façon religieuse. Mais en tout cas, il y aurait eu volonté de se débarrasser des corps dans un genre de fosse commune, mais le problème, c'est qu'ils y balançaient aussi leurs restes alimentaires. Et puis on a aussi des traces de cannibalisme qui sont aussi vieilles que ça, et le cannibalisme, comme vous le savez, peut être rituel, et pas forcément alimentaire, il peut être rituel aussi. Donc peut-être qu'on a des traces de pensée symbolique jusqu'à 2 millions d'années, en gros. Mais elles sont toutes extrêmement débattues, parce que à la Cima de los Huesos, on n'a pas que des humains, on a de tout, et on a des restes alimentaires notamment, donc c'est difficile de dire si les ossements d'humains avaient une quelconque signification différente de celle des ossements d'animaux qu'ils avaient balancés dans le même trou, et c'est difficile de dire si les traces de découpe, les traces de cannibalisme d'autres populations contemporaines ou plus récentes, du coup avaient une signification spéciale. On sait qu'il y a du cannibalisme chez Néandertal, est-ce que ça avait une signification particulière? Ça par contre, c'est une grande question. Mais bref. En tout cas, on a ça. Et puis on a en 2015 Homo naledi qui est venu foutre sa merde. Donc Homo naledi, un être humain à tout petit cerveau, à quotient d'encéphalisation équivalent à celui des tout premiers Homo, des tout premiers représentants du genre Homo. Donc autour de 3-4 de quotient d'encéphalisation. Homo naledi a quelque part dans une grotte en Afrique du Sud balancer des corps et créer un dépôt monospécifique en fait. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, je veux dire, un dépôt monospécifique. On a une grotte avec une chambre, et dans cette chambre, on ne retrouve que Homo naledi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres animaux, donc c'est pas un piège naturel, c'est des corps qui ont été balancés là. Et la grande question, c'est déjà ça souligne du coup qu'il y a eu une volonté de balancer les corps là, déjà d'une, et de deux, la deuxième grande question, c'est est-ce que cette intention était religieuse ou pas, enfin rituelle ou pas. Vous avez 2 heures, parce que là, on n'en sait rien. Donc en tout cas, Homo naledi, ce qu'on sait, c'est qu'il a dans cette chambre qui s'appelle la chambre d'Inaledi, il y a 15 corps qui tous appartiennent à Homo naledi, et il n'y a rien d'autre. Pas de reste alimentaire, même pas de plantes. Il y a quelques escargots qui sont perdus là, mais on pense pas que c'est Homo naledi qui les ait mis. Donc bref, voilà. Donc on ne peut pas juste expliquer ça par ces quelques Homo naledi qui se sont retrouvés perdus là, parce que si eux s'étaient juste perdus là, il y aurait d'autres animaux qui se seraient perdus au même endroit. Et si c'est un garde-manger qui s'était retrouvé perdu, il y aurait le reste de la bouffe. Et puis si ces Homo naledi avaient vécu là, on aurait vu des traces de feu, on aurait vu des traces d'activité, il n'y a pas de ça non plus. Donc pour autant qu'on sache, il y a 15 corps, et ces corps étaient déjà morts quand ils sont arrivés là. Voilà. Et ça a 250 000 ans, donc c'est plus vieux que ce qu'on a de certifié pour Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Et ça appartient à une espèce d'homo qui a un tout petit cerveau comparé à Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Un cerveau qui est de l'ordre de 600 cm3, quoi. Donc c'est la moitié d'un Homo néandertal, et c'est un tiers d'un Homo sapiens, quoi. Donc comment on interprète ça en termes d'intelligence? On nage en pleine confusion, j'ai envie de dire. On nage en pleine confusion, et ce serait mentir de dire qu'on a la réponse aujourd'hui.
Voilà, ça c'est très clairement comme ça qu'il faut le dire. Le Middle Stone Age, donc au Middle Stone Age, on parle d'Homo sapiens, c'est tout ce que je vais vous dire là à propos du Middle Stone Age, ça ne s'applique que à Homo sapiens. Donc au Middle Stone Age, on va avoir au niveau de l'intelligence ce qu'on appelle une explosion de la modernité culturelle et une explosion de la diversité culturelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle la modernité culturelle ? C'est qu'on va commencer à voir dans le registre archéologique des comportements qu'on arrive, encore une fois, à identifier comme étant le reflet d'une intelligence très proche des humains modernes. Et puis il faut savoir qu'au Paléolithique, il y a 300 000 ans, donc au début du Middle Stone Age, au début du Paléolithique moyen, on a déjà Homo sapiens. Les plus anciens Homo sapiens ont 300 000 ans, donc on n'a pas trop de mal à s'imaginer que tout ça a été fait par Homo sapiens. Mais ce sont des Homo sapiens de morphologie archaïque. Donc front bas, gros bourrelet susorbitaire et pas encore de menton bien développé. Jebel Irhoud par exemple. Le crâne de Jebel Irhoud par exemple. Donc au début du Paléolithique, on a des Homo sapiens archaïques et on a encore des espèces humaines qui traînent, comme par exemple Homo naledi. Donc on n'est pas complètement sûr que ce dont je vais vous parler là appartienne à 100% à Homo sapiens, mais on a de bonnes raisons de croire quand même que ça appartient à Homo sapiens, et notamment que ce sont des comportements qui sont très proches de ceux des Homo sapiens chasseurs-cueilleurs modernes. Donc qu'est-ce qu'on a ? Déjà, en termes de modernité culturelle, on a l'utilisation de peintures, les ocres. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un coquillage d'abalone à l'intérieur duquel il y avait de l'ocre et que cette abalone était utilisée comme réservoir à ocre pour peindre. Alors, soit peindre les murs, mais on n'a pas retrouvé de peinture murale contemporaine, soit pour peindre le corps de ses congénères. Il faut savoir que la peinture du corps des congénères, ça peut être un geste culturel, ça peut aussi être un simple geste fonctionnel, parce que l'ocre, ça protège des moustiques et autres parasites de la peau. Donc probablement un signe de modernité culturelle, oui, mais pas complètement. Le vrai gros signe de modernité culturelle, le plus ancien et le plus convaincant qu'on ait, c'est ce petit bout d'ocre là. Petit bout d'ocre là qui a été gravé avec des motifs géométriques. Et c'est la gravure de ces motifs géométriques qui nous indique une modernité culturelle et du coup une modernité cognitive. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Et oui, l'être humain exprime sa culture à travers des gestes qui ne servent à rien. De la production non fonctionnelle. Voilà. Donc là, faire des petites gravures géométriques sur ce bout d'ocre, c'est peut-être un détail pour vous, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne rendra pas l'ocre plus facile à utiliser, ça ne sert à rien. C'est de l'art, du coup. C'est de l'art. Et l'art, c'est de la modernité culturelle. Voilà. Donc, et ça a 80 000 ans. Donc là, les petites coquilles là que je vous ai montrées là, ça a 100 000 ans et ce seraient donc les plus vieilles preuves de modernité culturelle qu'on ait à 100 000 ans. Donc là, on est définitivement sur du Homo sapiens moderne, quoi, anatomiquement moderne. Là, 80 000 ans, c'est pareil, on est sur du Homo sapiens anatomiquement moderne. Faut savoir que l'ancêtre en commun de toutes les populations d'Homo sapiens qui vivent aujourd'hui a supposément vécu il y a 120 000 ans. Donc là, on est sur de l'Homo sapiens qui nous ressemblait trait pour trait. On a ces petites perles ici faites en coquillage. Donc vous voyez le petit trou qui a été usé par une corde. Donc on est sûr que ça a servi à faire un collier. Donc ça c'est pareil, ça a 80 000 ans. On a des morceaux de coquilles d'autruche, d'œufs d'autruche, des morceaux de coquilles d'œufs d'autruche qui étaient utilisés comme gourdes, qui ont aussi 120 000 ans. Donc qui montrent aussi une certaine intelligence, mais ça c'est pareil, c'est fonctionnel, donc c'est pas de l'art. Donc vraiment les preuves les plus solides qu'on a de modernité culturelle artistique, donc d'une pensée abstraite, eh bien c'est ce morceau d'ocre et ce collier qui ont 80 000 ans et qui viennent d'Afrique du Sud, tous les deux d'une grotte qui s'appelle Blombos, dans l'extrême sud de l'Afrique du Sud. Et ce qu'on voit aussi apparaître au Middle Stone Age, et qui n'est pas aussi récent que ça va être une diversité au niveau de la taille des outils. C'est-à-dire que partout en Afrique, en fait, on va voir apparaître des poches culturelles, en fait, des différentes manières de tailler les outils en fonction des zones géographiques. Et ça veut dire, c'est le début justement de la diversité culturelle. Et ça, c'est aussi associé au Middle Stone Age. Donc on commence à voir déjà les traces de populations qui se fragmentent et qui, culturellement, se mettent à évoluer dans leur coin. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que les comportements qu'on voit à Blombos
n'ont pas encore été retrouvés ailleurs qu'à Blombos. C'est parce que justement cette modernité culturelle serait pas forcément répandue partout. Voilà. C'est aussi dans ces eaux-là qu'on va commencer à voir les premières collections de fossiles, d'ailleurs, à titre purement paléontologique. Les premières traces de fossiles, donc qui sont vieux de plusieurs millions d'années, mais qui ont été intentionnellement collectés pour être ramenés dans des sites qui sont ensuite devenus des sites archéologiques, eh bien, ça date à peu près du Middle Stone Age aussi. Et ça vient d'Afrique aussi. Et ça s'est développé aussi en parallèle en Europe avec Néandertal. Donc il y a aussi, et faut pas le perdre de vue, il y a aussi en parallèle Néandertal qui développe sa propre modernité culturelle à lui. Néandertal va se mettre à peindre des grottes à partir de 40 000 ans. Néandertal va aussi commencer à fabriquer des colliers à partir de 40 000 ans. Néandertal va aussi, comme je le disais, collecter des fossiles intentionnellement. On a ce magnifique silex là avec le coquillage au milieu qui a été gravé. Donc le silex a été taillé, l'outil a été taillé autour du coquillage fossile dans l'intention de le préserver et de le mettre en valeur. Donc ça, c'est quand même un signe de pensée abstraite assez marquant. Et ça a 200 000 ans. Donc voilà, il y a des signes de modernité culturelle qui apparaissent au Middle Stone Age avec Homo sapiens, mais il faut pas perdre de vue qu'en parallèle, Néandertal, il est aussi en train de faire sa sauce en Europe. Hélas, un peu trop tard pour que ça le sauve d'Homo sapiens. De toute façon, je vois pas comment la modernité culturelle aurait pu le sauver, mais bref, de toute façon, c'est un peu tard. C'est même d'ailleurs un peu tard pour que des gens ne fassent pas l'hypothèse que, mais dis donc, est-ce que c'est pas Néandertal qui serait en train de copier Homo sapiens? C'est une hypothèse qui flotte dans l'air. Hein. Pourquoi Néandertal se met soudainement à la fin de son règne, entre guillemets, à la fin de son existence, vers 40 000 ans, pourquoi Néandertal se met soudainement à peindre des grottes alors qu'on n'a pas de signe de grotte peinte avant? La réponse n'est pas évidente. Voilà. Enfin, déjà, à partir de 80 000 ans, de 100 000 à 80 000 ans, Homo sapiens sort d'Afrique et commence à coloniser le monde et apporte sa culture avec lui, donc il apporte le Middle Stone Age avec lui. Ça se voit notamment dans le registre fossile de Chine, dans le registre archéologique de Chine, et c'est pour ça que les gens ont été très longtemps farouchement opposés à une origine d'Homo sapiens en Chine. C'est parce que en Chine, ils passent littéralement de la culture d'Homo erectus, donc de l'acheléen, directement au Middle Stone Age, niveau culture lithique. Donc ça fait un bond technologique qui indique clairement que c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé et qui les a remplacés, quoi. Donc même si on trouve pas les crânes en eux-mêmes, on trouve la culture lithique qui indique clairement qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé d'Afrique avec son Middle Stone Age et qui a envahi le paysage culturel et archéologique du coup de l'extrême-orient. Donc bref, donc Homo sapiens sort d'Afrique, envahit le monde, et on commence à retrouver partout dans le monde des produits culturels d'Homo sapiens, et ça commence à exploser réellement à partir de 50 000 ans. Donc à partir de 50 000 ans, on va retrouver aussi loin que en Australie, on va commencer à retrouver à 50 000 ans des grottes peintes, par exemple, et puis ensuite en France, évidemment, avec Cosquer et Lascaux et Chauvet. Donc Chauvet qui est la plus vieille, qui a 35 000 ans, 35-37 000 ans. Lascaux qui a 15 000 ans, mais qui est aussi très très jolie. Hein. Faut pas la sous-estimer juste parce qu'elle est plus jeune. Mais bref, là on a vraiment des signes de modernité culturelle très très prononcés, avec même ce qu'on commence éventuellement à appeler des civilisations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, comme je le disais, il y a la modernité culturelle, il y a la diversité culturelle qui a commencé à apparaître en Afrique pendant le Middle Stone Age, et à la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, la fragmentation de ces cultures s'intensifie, et de fait, on commence à avoir des civilisations. C'est-à-dire qu'on peut commencer à identifier des populations unies par leur culture du taillage d'outils, mais pas que, leur culture en général, et ces populations unifiées par des cultures peuvent se cartographier géographiquement, quoi. Donc à partir de là, on a Homo sapiens dans sa forme la plus Homo sapiens possible. Et justement, la diapo précédente, c'était pour souligner que, curieusement, en Afrique, la plus vieille grotte peinte, elle a que 24 000 ans. Donc elle est beaucoup plus jeune que la plus vieille grotte peinte d'Australie ou d'Europe.
Et ça, c'est un gros... c'est pareil, c'est vraiment un gros détail. C'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens, en fait. C'est que malgré toutes les recherches qui se font en Afrique sur l'art pariétal africain, on n'a toujours pas retrouvé d'art pariétal africain plus vieux que 24 000 ans. Alors pourtant qu'on a des grottes magnifiques, beaucoup plus anciennes que ça, à 2 autres bouts du monde. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas encore. Mais évidemment, la raison pour laquelle je vous ai décrit tout ça, hein, c'est parce que déjà rien que le fait de vous avoir décrit la façon dont les cultures ont évolué, vous vous êtes rendu compte que non seulement je focalisais sur la lignée qui menait à Homo sapiens, que je me suis pas attardé sur les embranchements de cette arborescence évolutive qu'est l'évolution humaine, je me suis pas attardé sur la culture d'Homo erectus en Asie, par exemple. Je n'ai pas réussi, j'ai complètement échoué à ne pas vous parler de la culture de l'homme de Néandertal, donc c'est un embranchement dans cette évolution. Mais voilà, tout ça, il aurait fallu que j'en parle si j'avais voulu vous expliquer l'évolution de l'intelligence humaine. Et je ne l'ai pas fait parce que comme je dis, c'est l'image classique de l'évolution humaine, de prendre la lignée qui mène à Homo sapiens et de parler que de ça. Et ça, c'est un biais que vous retrouvez dans absolument tous les cours d'évolution humaine, dans absolument tous les livres d'histoire, enfin d'archéologie et de paléontologie. C'est un biais qui est omniprésent. Dès qu'on parle d'évolution du cerveau, c'est un graphe avec le temps en abscisse. Le temps en... merde, je perds mes mots. Donc le temps, la taille de cerveau, et hop, on trace une belle ligne qui montre que la taille du cerveau augmente. Au fil du temps. Et ça, c'est donc le temps en abscisse, la taille du cerveau en ordonnée, et zoom, voilà, une belle ligne, une belle régression bien linéaire pour vous montrer que la taille du cerveau augmente avec le temps. C'est magnifique, c'est magique, mais c'est autrement beaucoup trop simple. Et puis on rajoute par-dessus ça les évolutions technologiques. C'est littéralement, si vous googlez évolution de l'intelligence, c'est exactement sur ce graphe-là que vous allez tomber. Et là, je vous ai intentionnellement présenté ce travers-là pour justement le contraster avec une vision un peu plus englobante de l'évolution du cerveau et de l'intelligence. D'ailleurs, je dis ça, mais même moi, hein, je le fais. Là, je vais vous expliquer justement tous les petits défauts qu'il y a là-dedans, dans cette approche-là. Mais moi-même, je le fais quand je parle à mes premières années de géologie. Hein. Si vous allez voir la vidéo que je fais, l'évolution humaine, le TP, là, les travaux pratiques que je donne aux premières années de géologie, je veux dire, c'est exactement ça que je leur dis. Hein. D'abord, vous avez un petit cerveau, puis un cerveau moyen, puis un gros cerveau. Hein. C'est exactement ça que je fais. Parce que, je veux dire, on peut pas toujours plonger dans les détails dès qu'on en a l'occasion. Hein. On a un temps limité, on a du temps de cerveau limité avec nos étudiants. Ils sont pas... Nos étudiants, ils ont d'autres choses à apprendre que les cours de paléonto, surtout en géol. Mais là, ça, c'est un cours que je donne aux Honors. Donc eux, par contre, ils sont censés pouvoir nuancer ce genre de choses. Et ça, c'est important justement de leur montrer d'abord ce qu'ils croient savoir, et ensuite de passer à la suite, à savoir nuancer le propos. Donc voilà. Et là, j'ai choisi cette image-là parce que si vous googlez Human Brain Evolution, vous tombez exactement sur cette image-là. Et cette image-là, elle est très impressionnante parce qu'elle a l'air hyper pro. Ah, c'est hyper pro, c'est l'image classique, hein, taille du cerveau, de ce côté-là. À l'horizontale ici, vous avez les dates, donc qui sont en date logarithmique apparemment, pour que ça rentre. Mais bref, vous avez les dates ici, et puis vous avez le cerveau, voilà, chez les australopithècinés, dans lequel on inclut les paranthropes, hein, parce qu'après tout, pourquoi se priver. Et puis boum. Ensuite, les premiers représentants du genre Homo, avec ici donc les Homo habilis et là les Homo erectus. Et puis boum, les ergastères ici, qui vont conduire aux premiers Homo sapiens, enfin aux premiers représentants de ce que j'ai appelé tout à l'heure les late Homo, donc les Homo tardifs, à savoir Heidelbergensis et Néandertal. Et puis ensuite, vous avez Homo sapiens. Donc Homo sapiens ici, et puis évidemment, vous constatez
qu'on a tracé des jolis traits qui montrent bien hein, quand même que la taille du cerveau, elle augmente, hein, évidemment. On constate que la taille du cerveau, elle augmente, et en parallèle, on vous met l'évolution culturelle. Alors là, l'évolution culturelle, c'est une ligne complètement arbitraire, puisqu'on ne vous dit pas de quelle façon elle a été quantifiée, puisqu'il n'y a rien sur l'axe, il n'y a rien sur l'axe vertical qui vous indique qu'est-ce qui permet de quantifier cette évolution culturelle. Voilà. Donc, donc ça, c'est pas une image que j'ai pris au pif, parce que justement, c'est une image qui a l'air très très pro comme ça, mais qui a énormément de défauts, et on va décortiquer justement ces défauts. Bon, déjà, la première, elle a quand même des qualités, cette image, c'est qu'elle vous montre la variabilité. Donc on a la variabilité de la taille du cerveau chez Homo sapiens, notamment, là, qui est bien quantifiée, et qui est très intéressant à regarder. Donc on peut voir déjà qu'il y a une variabilité, que cette variabilité, déjà, elle permet, à première vue, dès la première regard, visuellement, de constater que, ouais, alors, on est d'accord que depuis tout à l'heure, on parle d'augmentation de taille moyenne du cerveau, parce que si on se met à regarder effectivement les variabilités, déjà, ça se nuance. Ensuite, l'évolution technologique. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis, augmentation du quotient d'encéphalisation égale augmentation de l'intelligence, qu'on arrive à mettre en parallèle avec augmentation, technologie qui s'améliore. Et ben déjà, ce qu'on peut constater sur ce graphe, c'est que en fait, il y a un découplage de l'évolution culturelle et de l'évolution du cerveau. En tout cas, de la taille du cerveau. Et je rappelle qu'il n'y a que ça qu'on peut voir. Hein, je le rappelle. Donc, et ce découplage, il est très très visible ici. Donc, on a l'Olduvayien ici qui apparaît il y a 2,5 millions d'années, alors qu'il n'existait que des hominidés avec des cerveaux de petite taille. Voilà, autour de 2,5 millions d'années, il n'y a pas encore d'hominidés avec des cerveaux de grande taille. C'est effectivement l'origine d'Homo habilis, mais Homo habilis, à la base, il n'a pas un cerveau gigantesque. Hein. Et avant ça, on avait le Loméquéien, qui apparaît il y a 3,3 millions d'années, et 3,3 millions d'années, il n'y a que des australopithècinés. Donc, on a déjà une transition depuis le Loméquéien jusqu'à l'Olduvayien qui a lieu sans aucun changement cérébral notable. Vous voyez ? Transition de Loméquéien à l'Olduvayien, pas de changement cérébral. Ensuite, on a l'apparition de l'Acheléen, l'Acheléen qui apparaît donc ici, donc là, éventuellement, on a effectivement une augmentation de la taille de cerveau qui a lieu avec l'Acheléen, et puis on a le début du Middle Stone Age, et là, le début du Middle Stone Age, vous voyez, en moyenne, il n'y a pas d'augmentation notable de la taille du cerveau non plus pour le Middle Stone Age. Et pareil pour la domestication du feu à 600 000 ans. La domestication du feu à 600 000 ans, elle n'est pas particulièrement accompagnée d'un changement particulier dans la taille moyenne du cerveau. Donc vous avez deux énormes innovations technologiques qui ont lieu sans changement notable de la taille du cerveau. Et puis après, vous avez une augmentation notable de la taille du cerveau avec l'apparition des homos tardifs, où là on va effectivement avoir le début du paléolithique supérieur, hein, notamment Homo sapiens justement, et le début de ce paléolithique supérieur. Et avec ce paléolithique supérieur, là par contre on va avoir une augmentation, enfin à partir du paléolithique supérieur, on va avoir une augmentation drastique de la technologie sans changement cérébral notable. Voire même, si on regarde juste Homo sapiens, vous constaterez que les premières populations d'Homo sapiens avaient une taille moyenne de cerveau supérieure aux populations d'Homo sapiens modernes. Regardez l'Homo sapiens moderne, la taille moyenne, elle va se trouver à peu près là, autour de 1300 cm3, entre 1300 et 1400 cm3, alors que ces Homo sapiens-là, les plus anciens, ils ont une taille moyenne qui va plutôt se situer par là, autour de 1500 cm3. Et ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Il est tellement connu d'ailleurs que vous voyez, ils ont tracé une ligne discrète, certes, mais quand même une ligne, en écrivant réduction de la taille du cerveau d'Homo sapiens. Vous voyez ? Donc la taille du cerveau d'Homo sapiens, elle réduit, alors même que la technologie crève le plafond. Et ça, c'est intéressant comme phénomène. C'est intéressant comme phénomène, mais c'est typiquement le genre de phénomène que la plupart des graphes vont vous cacher. Vous voyez ? Il y a un découplement entre la technologie, enfin l'évolution des techniques et l'évolution du cerveau. Non seulement ils ne sont pas tout le temps corrélés,
un changement technologique n'est pas toujours accompagné d'un changement de taille de cerveau, mais en plus, chez Homo sapiens notamment, on a d'énormes changements technologiques qui sont accompagnés avec une diminution de la taille du cerveau. Et ça déjà, rien que ça, chou ça vous sort des rails, hein. Ça vous sort des rails. Ensuite, ce genre de graphe, généralement, mais ça c'est une erreur qu'on voit de moins en moins, mais que je vois toujours autant, même dans les publications scientifiques, ce genre de graphe néglige totalement, ou presque à chaque fois, presque systématiquement, l'existence d'Homo naledi et d'Homo floresiensis. Homo naledi et Homo floresiensis, donc ce sont des petits bonhommes que je vous présente là, ce sont deux hominidés qui sont relativement récents. Donc Homo naledi n'a que 250 000 ans, donc même pas un quart de million d'années, et Homo floresiensis, pareil, il a entre 190 et 50 000 ans. Donc là, c'est même pas un dixième de million d'années pour le coup. Donc vous avez un Homo qui a un quart de million d'années, l'autre qui a un dixième de million d'années. Les deux ont été contemporains d'Homo sapiens, et Homo naledi a même vécu en Afrique en même temps qu'Homo sapiens, donc les deux ont été contemporains d'Homo sapiens, et pourtant, sur le graphe, ils n'y sont pas. Et si on les plaçait sur le graphe, eh ben, ils se trouveraient là, très très loin de notre belle augmentation de taille de cerveau. Et donc en fait, et ça vous change complètement l'interprétation de ce graphe, quand vous les rajoutez sur le graphe. Vous passez d'une image générale d'augmentation moyenne de la taille du cerveau à une image générale de diversification de la taille du cerveau. Le cerveau ne fait pas qu'augmenter en taille, non, il se diversifie en taille. Vous avez des espèces qui deviennent à gros cerveau, et vous avez des espèces qui restent à petit cerveau. Et en réalité, c'est même plus compliqué que ça. En réalité, on va le voir sur les diapos après, c'est pas des espèces qui restent à petit cerveau, ce sont des espèces dont le cerveau, dont la taille de cerveau, se réduit, en réalité. Mais on va voir ça dans les diapos suivantes. Mais vous voyez, là, déjà, rien qu'en rajoutant Homo naledi, Homo floresiensis, notre image d'augmentation de la taille de cerveau devient désormais une image de diversification de la taille du cerveau. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est oublié dans ces représentations. Et enfin, la dernière chose à remarquer ici, c'est que dans le contexte d'une discussion de l'évolution de l'intelligence, parce que là, ce graphe-là, ce qu'il vous représente, il vous représente l'évolution de la taille du cerveau en fonction des techniques, de l'évolution technique. Donc il essaye de vous vendre de l'intelligence, ce graphe. Pourtant, il n'utilise pas le quotient d'encéphalisation. Ah non, hein. CC, c'est des cubic centimeters, c'est des centimètres cubes. Donc là, ce qui vous représente, c'est de la taille absolue de cerveau, donc qui ne tient pas compte du fait que les crânes de ces bébêtes, là, en bas, là, les paranthropes, sont beaucoup plus petits que les crânes d'Homo sapiens modernes, et encore plus petits comparés à ceux de Homo rhodesiensis que vous voyez là. Homo rhodesiensis, et même là, Homo longi, là, le nouveau crâne qui a été découvert en Chine, là, Harbin, c'est des monstres. C'est des monstres, ces crânes. Hein. Ils sont beaucoup plus gros que des crânes humains modernes. Hein. Sachant que les crânes humains modernes sont déjà presque une fois et demie plus gros que les crânes de paranthropes, etc. Donc donc là, on ne s'affranchit absolument pas du biais qu'est l'augmentation de la taille corporelle durant l'évolution humaine. Et du fait qu'on ne considère pas le quotient d'encéphalisation, en fait, on n'a aucune idée de si cette augmentation de taille de cerveau peut être raisonnablement interprétée en termes d'intelligence. Parce que je vous rappelle que c'est ça tout l'intérêt du quotient d'encéphalisation, c'est de pouvoir dire que la taille en plus de cerveau qui est acquise peut être raisonnablement interprétée comme étant non fonctionnelle, donc comme étant de l'intelligence. Enfin, sachant que l'intelligence c'est fonctionnel, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez déjà avec tous les défauts dont je vous parlais au début là sur le quotient d'encéphalisation, ça prend pas en compte la connexion, ça prend pas en compte le nombre de neurones. Et vous voyez, mais même arrivé là, faut encore faire la leçon sur pourquoi il faudrait utiliser le quotient d'encéphalisation plus que de juste la taille brute de cerveau. Vous voyez que déjà, rien que le fait d'utiliser le quotient d'encéphalisation, vous êtes déjà un cran au-dessus comparé au contenu de base que vous trouvez dans les livres de cours et sur Google, sur Internet, sur les cours sur Internet et tout ça. Vous êtes déjà un cran au-dessus. Alors j'admets, hein, c'est pas le maximum c'est pas aussi bien que d'avoir accès à un cerveau, hein. C'est sûr, mais vous êtes déjà un cran au-dessus du niveau de base, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire extrêmement gaffe quand vous voyez ces choses, et c'est des choses que la plupart des
des étudiants ignorent, donc, et que je trouve important de rappeler, c'est que oui, il y a la technologie qui progresse, mais cette technologie ne progresse pas au même rythme que le cerveau, et l'évolution du cerveau, telle qu'on vous la raconte généralement, néglige totalement Homo naledi et Homo floresiensis et d'autres hominidés à petit cerveau que j'ai pas rajouté, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, des Homo erectus avec un tout petit cerveau, il y en a. Hein. Et généralement, on vous parle même pas de quotient d'encéphalisation, donc en fait, on vous parle même pas d'intelligence. On vous parle juste vraiment de taille de cerveau brute. Donc bon, ça relativise. Il y a beaucoup de niveaux à relativiser à ce niveau-là. Et enfin, la dernière grosse remarque qu'il faut que je place, c'est le fait que la plupart de ces approches sur l'évolution du cerveau ne sont pas phylogénétiques. Et ça, c'est crucial. C'est absolument crucial. Parce que là, vous avez tout, voilà, comme je disais, vous avez l'axe taille de cerveau, l'axe du temps et une ligne. Et vous avez aucune prise en compte de la phylogénie, quelle qu'elle soit, dans ce genre de graphe. Vous n'avez aucune prise en compte de la phylogénie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça va être important, notamment dans l'interprétation de est-ce que le cerveau diminue chez Homo floresiensis et Homo naledi, ou est-ce que le cerveau reste de petite taille chez Homo floresiensis et chez Homo naledi. Comment est-ce qu'on va le savoir si ce cerveau a diminué? Comment est-ce qu'on va le savoir, voilà, si le cerveau ici est devenu petit en partant de là, ou bien s'il est resté petit en partant de là? Voilà, en gros, clairement. Comment est-ce qu'on va le savoir si la flèche allait dans cette direction-là, ou bien si la flèche allait dans cette direction-ci, vers le bas? Eh ben, il nous faut une phylogénie. Il nous faut une phylogénie. Et une fois que vous avez une phylogénie, bah là, vous pouvez commencer à faire des hypothèses évolutives sur l'évolution de la taille du cerveau. En l'absence de ça, n'avoir que le temps comme repère évolutif, c'est trop peu. C'est trop peu. On peut faire mieux que ça. Et ça va être notamment intéressant quand on parle d'Australopithecus, parce que Australopithecus n'est pas monophylétique. Alors, il faut aller voir les cours que j'ai fait sur la phylogénie pour ça. Mais en gros, pour faire simple, Australopithecus, en fait, c'est juste une certaine quantité d'espèces qu'on considère comme n'appartenant pas au genre Homo parce qu'elles sont trop arboricoles et ont un trop petit cerveau. Voilà. Donc tout ce qui a un petit cerveau et qui est arboricole, c'est Australopithecus. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence avec le chimpanzé? Bah justement. Normalement, on ne définit pas les espèces à partir de traits primitifs. Voilà, là, vous avez typiquement Australopithecus, c'est ce qui ressemble un petit peu au genre Homo, mais pas suffisamment pour être genre Homo. Voilà. Et de ce fait, Australopithecus, vous avez des Australopithecus donc qui sont très primitifs, tout à la base de l'arbre, et vous avez des Australopithecus qui sont très très proches du genre Homo, comme par exemple Australopithecus sediba. Australopithecus sediba qui pourrait même être considéré comme un représentant du genre Homo, selon certains critères. Donc voilà, et justement, mettre tout ça, tout ce beau monde-là dans le même panier, c'est-à-dire des trucs qui ont 4 millions d'années, qui sont hyper primitifs comme Australopithecus ramidus, et des trucs de seulement 2 millions d'années, donc 2 millions d'années plus jeunes, comme Australopithecus sediba, et qui ressemblent à mort à Homo, et qui en sont probablement phylogénétiquement proches, les mettre tous dans le même panier, ça vous donne une image hyper simplifiée de l'évolution humaine, hein. Vous mettez tout ça dans le même panier, évidemment, vous allez dire que Homo a forcément un plus gros cerveau qu'Australopithecus, puisque vous avez défini Australopithecus comme étant un plus petit cerveau. Oui, mais il faut pas regarder que ça. Faut pas regarder que ça. Et c'est ça l'avantage de l'approche phylogénétique, c'est qu'on ne regarde pas qu'un seul caractère pour faire notre classification, ou 10 caractères, ou 20 caractères. On en regarde des dizaines, voire même des centaines. Voilà. Et on les ordonne d'une façon statistique, c'est-à-dire d'une façon répétable surtout. C'est-à-dire qu'on donne pas plus de valeur à un caractère parce que moi j'ai décidé que ce caractère-là avait plus de valeur. Non, non. C'est l'analyse cladistique, l'analyse phylogénétique, ça c'est pas une analyse cladistique, c'est une analyse bayésienne. Mais bref, c'est l'analyse phylogénétique qui va ordonner les caractères pour vous et qui va donner de l'importance aux caractères si vous dites à l'analyse de donner de l'importance aux caractères. Autrement, on donne même pas plus d'importance à certains caractères qu'à d'autres. Normalement, tous les caractères ont la même importance. Et voilà. Et voilà. Et l'approche phylogénétique, elle est hyper importante. Vous avez Paranthropus, par exemple, qui est une espèce à petit cerveau qui a évolué en parallèle du genre Homo. Donc vous aviez le genre Homo qui commençait à avoir un gros cerveau, et en parallèle, vous avez Paranthropus qui, lui, est resté à petit cerveau.
en parallèle. Vous voyez? Quelque chose qui se voit pas là sur le graphe. Donc ça s'est passé en parallèle. Et comme je disais, vous avez Australopithecus sediba qui est très très proche du genre Homo, mais qui a toujours un petit cerveau. Et en se privant d'une analyse phylogénétique, on se prive de cette information-là, information qui est, on peut être proche du genre Homo et avoir un petit cerveau. Information qui devient cruciale quand on se met à intégrer des espèces, justement, comme Homo naledi et Homo floresiensis, deux espèces du genre Homo à petit cerveau. Voilà. Et ça, c'est juste une phylogénie, c'est la phylogénie dont j'ai parlé dans le dernier Paléo News. C'est juste pour la remettre parce qu'elle est géniale. Voilà. C'est juste pour la remettre et pour la donner aux étudiants, pour que les étudiants sachent qu'il y a une phylogénie du genre Homo, de tous les Homos du Pléistocène, et que c'est beau. C'est beau, voilà. Mais je digresse. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se met à regarder l'évolution de quotient d'encéphalisation sur une phylogénie des hominidés? Ça donne ça. Un article qui a été écrit, entre autres, par Ornella Bertrand, donc paléontologue française, spécialiste, encore une paléoneurologiste. Donc cet article de Ornella Bertrand, il nous dit que le quotient d'encéphalisation, donc là corrigé pour la phylogénie, c'est pour ça qu'il y a un P devant le EQ, ce quotient d'encéphalisation, il était petit à la base, normal. Donc là, on nous dit aux alentours de 0,6. Donc ils ont utilisé une autre façon de calculer le quotient d'encéphalisation, dans laquelle, du coup, les espèces à plus gros cerveau n'ont qu'un quotient d'encéphalisation de 3, mais ne soyez pas perturbés par ces petites valeurs. C'est juste qu'elle a utilisé une façon différente de calculer le quotient d'encéphalisation. Mais l'important, c'est de regarder les valeurs comparées les unes aux autres. Et donc, on commence avec un petit coefficient d'encéphalisation. Puis, quand on atteint les australopithèques paraphylétiques, le coefficient d'encéphalisation augmente un peu, il devient violet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans le genre Homo. Donc, le genre Homo commence en violet. Et quand vous allez voir les branches d'Homo floresiensis et de Homo naledi, qu'est-ce qui se passe? On est sur des branches qui sont quasiment jaune-orange et qui repassent dans le violet. Et pareil pour Homo naledi, vous avez une branche qui démarre jaune-orange et qui repasse dans le violet. La taille du cerveau qui se réduit. Le cerveau a augmenté chez leurs ancêtres de taille, et dans la branche qui a mené à Homo naledi, et en parallèle dans la branche qui a mené à Homo floresiensis, cette taille de cerveau, enfin cette quotient d'encéphalisation a diminué. Donc c'est pas seulement la réduction de la taille du corps chez Homo floresiensis qui a entraîné la taille du cerveau, là on a une diminution du quotient d'encéphalisation. Donc comme il y a une réduction de la taille du cerveau et du corps, ça se voit moins fort que chez Homo naledi, on est d'accord, mais c'est pas le nanisme maculaire qui fait que Homo floresiensis a un petit cerveau. Ça ne s'explique pas que par la taille du corps, c'est l'encéphalisation, c'est-à-dire le poids la taille du cerveau sur la taille du cerveau attendue, est aussi plus petite chez Homo floresiensis. La réduction de l'encéphalisation est un phénomène qui existe dans le genre Homo. Et ça ne se, il faut pas le prendre à la légère. Faut pas prendre à la légère là ce que je viens de vous sortir. La réduction de la taille, la réduction de l'encéphalisation est un phénomène réel dans l'évolution humaine. Quand on vous a appris toute votre vie que le cerveau, la taille du cerveau, elle augmente chez l'humain, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Il y a des fois où la taille du cerveau diminue. Plus d'une fois. Une fois chez Homo naledi, une fois chez floresiensis, et même une fois chez Sapiens, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça existe, les réductions de taille du cerveau. Et de fait, rappelez-vous, dire que Australopithecus, c'est comme Homo, mais avec un petit cerveau, en gros, c'est tout ce qui a un petit cerveau, c'est forcément Australopithecus, ça peut rien être d'autre, c'est faux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Sediba au milieu des Homo, du coup. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Australopithecus sediba, groupe frère de Homo habilis. C'est parce qu'on a Australopithecus sediba qui a été placé dans le genre Australopithèque. Pourquoi? Sur la base de caractères primitifs, la petite taille du cerveau et l'arboricolie. Et si Homo était capable d'être arboricole, et si Homo était capable d'avoir un petit cerveau, et sachant que avoir un petit cerveau, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est pas forcément un caractère primitif, c'est pas forcément une rétention d'un caractère primitif, avoir un petit cerveau. On peut évoluer un petit cerveau.
même quand on appartient à la lignée Homo. Et là c'est pareil, là faut prendre le temps de s'asseoir et d'en mesurer les conséquences. Sur tout ce que vous croyez savoir sur l'évolution humaine, faut prendre le temps de s'asseoir et d'en mesurer les conséquences. Je vous laisse faire ça. Et on en est à peu près sûr aussi de ça, c'est parce que en fait, quand on regarde l'évolution de certains sulcis qui sont visibles sur le moulage endocrânien, donc il y en a pas beaucoup qui sont visibles sur le moulage endocrânien, je vous l'ai dit, mais il y a notamment le sulcus qui délimite le cortex frontal. Ce sulcus, vous voyez, il est divisé en deux chez les genres Homo modernes, chez le genre Homo incluant Homo sapiens moderne, mais par contre il est simple chez Australopithecus. Et en fait, les premiers représentants du genre Homo, donc Homo habilis typiquement, avaient un sulcus qui est simple, comme Australopithecus. Et du coup, si une espèce avait un cerveau primitif à la base, on s'attend donc à ce qu'elle ait un sulcus simple et non pas un sulcus divisé en deux. Eh bien, Homo naledi et Homo floresiensis ont un sulcus divisé en deux dans leur cortex frontal. Ils ont un sulcus divisé en deux, ce qui veut bien dire qu'ils avaient un cerveau évolué avant de retrouver un cerveau simple, à savoir petit cerveau. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est beau ce genre de choses. C'est beau de voir ce genre de choses. C'est beau. Donc maintenant, la question, pour terminer, j'ai envie de dire, la question de la viande, donc du régime carné sur l'évolution humaine, qui est une question qui revient sans cesse, qui est une question qui est centrale à l'évolution humaine, vraiment. Est-ce que c'est le régime carné de Homo qui lui a permis d'avoir un cerveau plus gros? Donc déjà, il faut mettre ça en évidence, qu'il y a un régime carné plus franc chez Homo que chez les autres espèces. Donc pour ça, on a fait des analyses isotopiques. Alors, on savait déjà sur la base sur des bases anatomiques et sur la base des outils aussi, on savait déjà que le genre Homo était mieux adapté à la nourriture carnée que ses congénères Paranthrope et Australopithecus, mais ça a été confirmé par des analyses isotopiques qui ont montré, du coup, vous voyez là le Australopithecus, donc qui est un généraliste, je veux dire, qui mange de tout, et ici vous avez Paranthrope qui a des isotopes du carbone qui sont très différents, en fait une signature isotopique du carbone qui est très différente de celle de Homo. Alors les isotopes, c'est la géochimie, c'est la chimie osseuse, enfin en l'occurrence ici la chimie de l'émail, vu qu'ils ont fait ça sur les dents, et donc la chimie de l'émail reflète le régime alimentaire, surtout quand on regarde le carbone. Et donc ça veut dire que Paranthrope et Homo avaient un régime alimentaire très différent. Très différent, et Paranthrope, au niveau de son anatomie, il est à l'évidence herbivore. C'est-à-dire il a une crête sagittale gigantesque, comme les gorilles, d'énormes arcades jugales pour les muscles masséters, qui donnent à la mâchoire une énorme puissance masticatrice. Et une énorme puissance masticatrice, c'est pas pour manger de la viande, c'est pour manger de la végétation, parce que les fibres végétales sont beaucoup plus dures que les fibres que la fibre, les protéines qu'on retrouve dans la viande. Et les dents sont absolument gigantesques, hyper épaisses, on parle de mégadonties, et elles sont extrêmement usées. Quand on retrouve les paranthropes, on retrouve les dents qui sont complètement aplaties, hyper usées. Pourquoi ? Parce que la fibre végétale, encore une fois, est beaucoup plus corrosive que les fibres animales, que les fibres musculaires animales. Donc l'analyse isotopique en fait confirme que Homo avait un régime alimentaire très différent de celui de Paranthrope, et donc que Homo avait un régime alimentaire opposé à celui de Paranthrope, quoi. Donc à savoir, plus carnivore que Paranthrope. Ça veut pas dire qu'on est capable de dire exactement quelle quantité de viande ils mangeaient, et si c'est très probable qu'ils étaient omnivores à tendance carnivore, là où Paranthrope était vraiment spécialiste herbivore. Parce que ça reste quand même en ligne, vous voyez, avec le régime alimentaire des Australopithèques, enfin la signature isotopique des Australopithèques. Donc on reste quand même sur de l'omnivorie, mais à tendance plus carnivore que les Paranthropes. Donc et ça, c'est ce qu'on appelle la partition des niches écologiques, c'est-à-dire que Paranthrope et Homo ont pu coexister justement parce qu'ils ne mangeaient pas la même chose.
maintenant qu'on a mis en évidence qu'il y avait effectivement un changement du régime alimentaire chez Homo vers un régime plus carné, est-ce que ça a eu de l'influence sur le cerveau? Alors il y a deux grandes hypothèses qui traînent dans la littérature scientifique, et ces deux grandes hypothèses disent que oui. Oui, ça a eu de l'influence, parce que la première, c'est parce que, en fait, la viande est plus riche, enrichit le régime alimentaire du moins. Quand on est omnivore et qu'on a en plus de la viande, ça enrichit le régime alimentaire, et du coup, ça donne plus d'énergie au cerveau. Et ça, ceux qui connaissent la chaîne savent que je suis pas spécialement d'accord avec cet argument, tout simplement parce que le cerveau n'a pas besoin de protéines, il a besoin de sucre. Le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, pas de protéines. Donc je suis pas spécialement d'accord avec ça. Il y a une autre hypothèse, par contre, qui dit que manger de la viande, ça requiert un plus petit intestin. Pourquoi? Parce que la viande, c'est effectivement plus riche dans beaucoup d'autres nutriments, pas le sucre, mais c'est effectivement plus riche en plein d'autres nutriments. Du coup, on n'a pas besoin d'un aussi grand intestin que pour digérer les fibres végétales qui, elles, sont extrêmement coriaces et très peu riches en nutriments. Encore que ça dépend des végétaux que vous mangez, je suis d'accord, mais dans la savane africaine, c'est pas très riche. Voilà. Et comme c'est ce contexte-là qui nous intéresse, les plantes sont pas hyper riches dans la savane africaine. Donc, on a qu'effectivement le fait d'avoir ajouté de la viande au régime alimentaire a permis une réduction du système digestif. Ça oblige aussi une réduction du système digestif parce que la viande a tendance à moisir dans le système digestif et du coup c'est pas cool d'avoir de la viande moisie dans le tube digestif. Ça peut provoquer des problèmes, des problèmes assez évidents, d'infection notamment. Donc bref, donc ce système digestif plus court, en fait, c'est de l'énergie économisée pour pouvoir faire d'autres organes, en gros. Donc on économise des protéines de construction, des blocs de base, pour pouvoir construire d'autres organes, et notamment le cerveau. On parle pas d'ailleurs on dit pas que le cerveau a augmenté de taille pour la chasse, parce qu'on suppose, et c'est ce que cette image rappelle, on suppose que les premiers hominidés étaient plutôt les premiers représentants du genre Homo, pour être clair. Les premiers représentants du genre Homo, on propose qu'ils étaient des charognards. Donc on pense pas que l'intelligence a augmenté pour la chasse. Ça, c'est probablement faux. Donc ils étaient probablement charognards, ont enrichi leur régime alimentaire de viande, et c'est ensuite qu'ils ont développé la chasse pour enrichir leur régime alimentaire de plus de viande. Voilà. Et donc ça, le fait d'avoir un intestin plus réduit, ça libère des briques pour pouvoir construire d'autres organes, et notamment le cerveau. Et ça, à la limite, je pourrais être d'accord si on n'avait pas un contre-exemple assez magistral, qui est les éléphants à gros cerveau. Parce que je vous ai dit, les éléphants, aujourd'hui, les éléphants modernes, ils sont relativement intelligents, certes, mais ils n'ont pas un cerveau qui est plus gros que le cerveau qu'on attend d'un animal de 5 tonnes. Voilà, donc un cerveau de 4-5 kilos, c'est ce qu'on attend d'un animal de 4-5 tonnes, en fait. Donc leur cerveau est pas spécialement plus gros que la normale, entre guillemets. Si on peut appeler quotient d'encéphalisation égale 1 la normale, alors les éléphants n'ont pas un cerveau beaucoup plus gros que la normale. Il y a certains éléphants qui ont un cerveau 2 fois plus gros que la normale, mais ils iront pas plus loin, ils iront pas jusqu'à 7. Sauf l'éléphant nain de Sicile. L'éléphant nain de Sicile qui vous est représenté ici, vous voyez la taille du crâne et vous voyez la taille du cerveau comparée à la taille du crâne et la taille du cerveau d'un éléphant classique. Donc l'éléphant nain de Sicile, lui par contre, il a un cerveau gigantesque et un quotient d'encéphalisation que j'ai pu calculer moi-même, qui s'estime de l'ordre de 4, voire 5. Voire même jusqu'à 7. Mais en général, la plupart des auteurs s'accordent pour dire 4 à 5. Donc on a un quotient d'encéphalisation qui est équivalent au genre Homo, voire même aux représentants tardifs du genre Homo. Et tout ça avec un régime alimentaire herbivore. Hein. C'est-à-dire les éléphants nains de Sicile, tout le reste de leur anatomie est 100% éléphantine. Hein. C'est juste qu'ils sont tout petits et ils ont un cerveau énorme. Donc on peut avoir un quotient d'encéphalisation très élevé, donc un gros cerveau, donc dédier beaucoup d'énergie et de briques à la construction d'un cerveau proportionnellement très gros par rapport au poids de votre corps, le tout en étant herbivore.
Et là, on est herbivore, avec les éléphants nains de Sicile, on est sur de l'herbivore strict, c'est-à-dire de l'herbivore qui mange de l'herbe, hein. Même pas de l'herbivore qui mange des fruits ou des feuilles, des trucs qui sont un peu plus nourrissants, non, non. Herbe. Le truc le moins nourrissant de la planète. Donc, ce contre-exemple-là m'incite à penser que quand même cette deuxième hypothèse, bien qu'elle est un peu plus séduisante que la première, ça je dois l'avouer, ça reste moyen et que à mon avis, on néglige quelque chose dans ces hypothèses, en disant que la viande a été un instrument clé de l'évolution du cerveau dans le genre Homo. On néglige quelque chose, et ce quelque chose, il a probablement à voir avec la liste colossale d'autres facteurs qui ont une corrélation positive avec la taille du cerveau. Parce que l'intelligence, c'est peut-être une chose, hein. Là, quand on regarde dans les grandes lignes de l'évolution des mammifères, on voit qu'effectivement, les animaux les plus intelligents sont ceux qui ont le plus gros cerveau. Donc les dauphins, ici, vous avez les humains ici, et vous avez les éléphants ici. Alors on est bien d'accord, ceux qui ont le plus gros cerveau sont généralement, et puis on a même les chevaux, là on en parlait tout à l'heure, les animaux les mammifères les plus intelligents sont généralement ceux qui ont le plus gros cerveau, on est d'accord. Mais par contre, faut pas non plus laisser de côté la quantité colossale d'autres, on appelle ça des traits d'histoire de vie, d'autres facteurs biologiques qui sont aussi attachés à une augmentation de la taille du cerveau. Et parmi eux, on a le taux métabolique, donc à savoir la température de votre corps, hein, pour dire les choses simplement. La température de votre corps est liée à la taille de votre cerveau. Et chez les dauphins notamment, ça a joué un rôle probablement essentiel dans leur survie. S'adapter au milieu aquatique, ça nécessite de générer énormément de chaleur pour pas mourir d'hypothermie. Et leur gros cerveau a peut-être évolué en réponse à ça. Donc ils ont peut-être un gros cerveau avant tout pour générer de l'énergie, générer du sang chaud, voilà. Et donc le fonctionnement de leur cerveau génère du sang chaud, mais ça génère aussi en parallèle de l'intelligence du coup. Donc l'intelligence, ce serait qu'un effet secondaire de l'évolution du cerveau. On a aussi la longueur de la vie. Les animaux qui ont la durée de vie la plus longue sont aussi les animaux qui ont le plus gros cerveau. Les animaux qui ont le temps de gestation les plus longs sont aussi les animaux qui ont le plus gros cerveau. Les animaux qui ont le plus de soins parentaux ont aussi le plus gros cerveau. Les animaux qui ont généralement un gros corps ont le plus gros cerveau. Il n'y a pas vraiment de petits mammifères qui ont un gros cerveau, vous pouvez le voir ici, hein. Les quotients d'encéphalisation les plus élevés se retrouvent chez les animaux qui font partie de ce qu'on appelle la mégafaune. Hein. Donc les animaux qui ont un grand quotient d'encéphalisation sont aussi quand même font plutôt partie des animaux de grande taille. Vous avez les animaux qui ont des tailles de groupe relativement élevées, donc c'est ce qu'on appelle le social brain, l'hypothèse du cerveau social, où en fait le cerveau, le gros cerveau sert avant tout à gérer les relations sociales, et notamment plus le groupe est grand et plus vous avez de relations sociales à gérer. Et pareil, le cerveau augmente de taille et ensuite génère de l'intelligence presque par effet secondaire. Donc maintenant, si le cerveau humain avait essentiellement évolué, vous voyez, en corrélation, enfin, après c'est des hypothèses qui n'ont pas été encore retrouvées avec la littérature, mais je trouve que c'est suffisamment riche en questions pour qu'on puisse les mentionner, ces questions. On sait que l'être humain a une régulation de son métabolisme assez spéciale. On est parmi les seuls mammifères qui suons, parce qu'on n'a plus de poils. On est les seuls mammifères qui suons pour réguler notre température corporelle. Donc on a un métabolisme qui est différent de celui des autres mammifères. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la taille de notre cerveau ? Est-ce que la façon dont on régule notre métabolisme, qui est si particulière, n'aurait pas un lien aussi avec l'évolution de notre cerveau ? Et si le fait d'avoir un gros cerveau n'était qu'un effet secondaire d'autre chose ? Enfin, et la grande question que je veux vous poser avec cette diapo, qui est la diapo finale, c'est pas la question que je veux vous poser, c'est plus la remarque finale, vraiment l'idée que je veux que vous rameniez à la maison, voilà, dans votre lit ce soir en allant vous coucher, c'est: et si dans l'évolution du cerveau, l'intelligence n'était pas le facteur de sélection naturelle principal ? Est-ce que
quand on constate une augmentation de la taille du cerveau, une augmentation de l'encéphalisation dans une lignée particulière, comme les homininés, est-ce qu'on est vraiment en train de regarder un effet de la sélection naturelle sur l'intelligence, ou bien est-ce qu'on n'est pas en train de constater un effet de la sélection naturelle sur le taux métabolique, par exemple? Voilà. Je reprends l'exemple des dauphins, mais les dauphins sont très connus pour leur intelligence, ils sont très connus pour leur gros cerveau, je ne le nie pas, mais est-ce que l'intelligence est née du gros cerveau, ou est-ce que l'intelligence a stimulé le gros cerveau? Est-ce que la sélection naturelle agissait vraiment sur l'intelligence quand le cerveau des dauphins augmentait en taille? Ou bien, est-ce que la sélection naturelle n'était pas en train d'agir sur la thermorégulation, en train de dire au cerveau, je personnifie la sélection naturelle, c'est une horreur de finalisme, hein, mais vous comprenez l'idée, est-ce que la sélection naturelle n'était pas en train de dire au cerveau, augmente de taille, génère de la chaleur, génère de la chaleur, génère de la chaleur, génère de la chaleur, le cerveau il grossit, sauf que l'effet secondaire, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'avec un gros cerveau, vous produisez de l'intelligence. Et pouf, les dauphins deviennent, en plus de mieux réguler la température de leur corps, en plus les dauphins deviennent intelligents. Ça, je me permets de le dire parce que ça a été publié comme hypothèse. Hein. Ça a été publié depuis 2006, il y a un neurologiste qui s'appelle Paul Menger, qui est vraiment le leader dans cette idée-là, mais qui rallie de plus en plus de monde, et qui publie de plus en plus de gros papiers là-dessus. C'est une théorie qui existe en vrai pour les dauphins. Et d'ici à ce qu'on se rende compte que c'est peut-être pareil pour les humains, est-ce que la taille du cerveau serait pas liée aussi avant tout à la façon si spéciale qu'ont les humains de réguler leur température du corps? Eh ben, je serais pas surpris de voir ça dans la littérature apparaître bientôt. Hein, ça y est pas encore, en tout cas pas que je sache, dans la littérature. Peut-être que vous connaissez un papier, dans ce cas-là je suis très intéressé de le voir. Que je sache, ça n'est pas encore dans la littérature, mais je serais pas surpris de le voir popper un jour dans la littérature, cette idée-là que et si l'intelligence n'était pas la cible principale de la sélection naturelle dans les lignées où un gros cerveau a évolué. Et si l'intelligence n'était que le second effet qui se coule, le petit effet secondaire, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, le petit effet secondaire auquel on s'attendait pas et qui, maintenant que t'es là, installe-toi. Maintenant que t'es là, installe-toi et puis rends-toi utile. Fais quelque chose d'intelligent. Voilà. Donc je vous laisse avec cette idée-là. À très bientôt, à la semaine prochaine, donc pour un prochain cours où nous parlerons cette fois de l'évolution des cétacés, mes petits chouchous. Salut!